Je vais tout de suite laisser la parole à Alban Liger-Belair, qui est en charge de l'innovation chez KPMG. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bienvenue chez KPMG. On est vraiment très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette session autour de la puissance du collectif qui résonne particulièrement avec notre approche et notre vision de l'innovation chez KPMG, ça tombe bien. Donc, je vais vous présenter en quelques mots, je crois que j'ai un petit peu de temps pour vous présenter justement une manière de faire, notamment de la prospective, de façon très ouverte et collaborative. Voilà. Mais avant ça, je vais peut-être juste vous présenter un peu ce que c'est que l'innovation chez KPMG, qu'est-ce qu'on fait et quelle est notre vision. Donc en fait, notre vision, c'est de bâtir des futurs souhaitables, donc c'est une grande ambition, bâtir des futurs souhaitables. Et comment on le fait? On a vraiment pour mission d'inspirer, d'expérimenter, on est vraiment là pour tester des nouvelles manières de faire, de nouveaux projets, de nouveaux services, pour accompagner à la fois la transformation de nos clients, mais également notre propre transformation KPMG. On se sert parfois de nous comme d'un patient zéro, quelque part. Voilà. La manière dont on aborde l'innovation, on est une quinzaine d'experts avec des profils extrêmement variés. Ça va du consultant au designer, à l'expert marketing, avec des profils plus créatifs. Voilà. Notre approche, c'est vraiment de pouvoir accompagner nos clients de la veille stratégique, de la prospective. On utilise vraiment la prospective comme nous permettant d'aller identifier des signaux faibles émergents, facteurs d'opportunité, mais aussi de risque pour nos clients et pour nous-mêmes. Et donc ensuite, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on les adresse. Et on répond notamment à un certain nombre de problématiques de clients à travers des stratégies d'innovation. On propose également ce qu'on appelle l'innovation as a service. On est capable de prendre en charge des briques d'innovation chez nos clients, que ce soit de l'organisation de challenge, de hackathons, de mise en place d'incubateurs, etc. On est également en capacité, comme on le fait pour nous-mêmes, de sourcer des acteurs inspirants et innovants, puisqu'on s'appuie sur un écosystème assez conséquent d'acteurs, de start-up, d'acteurs de l'innovation. Voilà, et on a un studio de design. Alors, ce n'est pas un studio graphique, hein. C'est un studio qui nous permet d'aller accompagner nos clients de l'idéation jusqu'au prototypage rapide, voire ensuite à l'implémentation. Alors, évidemment, la prospective est un peu au cœur de notre manière de faire, hein. C'est vraiment notre point d'entrée. Et de chaque année, on publie un peu le fruit de ce travail, qui est un bout de tendance. C'est la 4e année consécutive qu'on le fait. Et notre démarche a vraiment comme ambition depuis 4 ans de travailler autour du concept d'économie. On a travaillé sur l'économie de reconstruction, on a travaillé sur l'économie à impact. Voilà. Et cette année, on s'est vraiment penché sur ce qu'on a appelé l'économie chrysalide. Alors, qu'est-ce que c'est que la chrysalide? La chrysalide, évidemment, c'est la transformation à laquelle les entreprises sont appelées, sont invitées, dans un monde notamment de permacrise, dans un monde de plus en plus incertain. Voilà, comment est-ce que... Et on a vraiment voulu se projeter dans une vision de l'économie ou de la transformation de l'entreprise positive, en fait. On est dans un climat qui est particulièrement anxiogène, mais on pense quand même que c'est facteur de beaucoup d'opportunités, pour peu qu'on réussisse à les saisir. Hein. Et c'est vraiment je pense, le rôle que doivent porter les entreprises. Il y a une vraie responsabilité des entreprises pour accompagner cette mutation nécessaire de la société. Donc c'est un vrai facteur d'opportunité pour les entreprises. Voilà, donc la chrysalide, évidemment, ça fait appel à la mutation de la chenille vers le papillon. Vous verrez, on vous remettra ce bout de tendance. À travers cette mutation, on s'est amusé aussi à travailler sur ce qu'on a appelé les cellules imaginales. Les cellules imaginales, finalement, c'est toutes les entités au sein de l'entreprise qui sont à l'œuvre pour accompagner cette mutation de la chenille vers la chrysalide. Et alors, évidemment, les cellules imaginales, c'est ce qui permet à la chenille de devenir papillon. Voilà. Alors, on a travaillé sur 6 tendances. Je vais vous les nommer là, puis on va y revenir. Alors, vous voyez, on a utilisé les nouvelles technologies, et notamment Midjourney, pour pouvoir illustrer ces tendances. J'en profite aussi pour vous partager la manière dont on a fait ce book, puisqu'on parle de Midjourney, et la manière dont on travaille sur nos books de tendances. On a toujours une intuition, on travaille en chambre sur des tendances, sur une perception qu'on a de ce qui va se projeter dans les années qui viennent, à 4-5 ans à peu près. Et ensuite, on va proposer une pièce à casser à un collectif. En général, ce sont des clients, des influenceurs, des experts innovation,
pendant une demi-journée. Et c'est ce collectif qui va, avec son regard, avec son écosystème, avec sa place dans l'entreprise, donner corps un peu à ces tendances qui sont parfois un peu abstraites. Et donc, c'est vraiment, on travaille vraiment sur de la recherche appliquée. Donc, la puissance du collectif ici est vraiment à l'œuvre. Et donc, ce book est le fruit d'un travail collectif. Et ce qu'on a fait quand on a travaillé avec ce collectif qu'on appelle le Mégaphone l'année dernière, enfin au mois de février, on les a invités à utiliser, à expérimenter aussi, justement, tout ce qui était IA générative. Et donc, pour faire cette prospective, pour la première fois, on s'est appuyé sur une intuition, certes, et sur un travail d'intelligence collective, mais aussi, on a voulu tester ce que ça donnait en utilisant ChatGPT et Midjourney pour pouvoir illustrer une projection qu'on a eue avec ce collectif autour d'une terminologie qu'on a appelée l'entreprise à rêver. L'entreprise à rêver a été l'aboutissement de ces 6 tendances et on a voulu travailler sur finalement ce que serait l'entreprise de demain dans une optique volontairement positive. Juste pour la petite histoire, l'année d'avant, on avait travaillé sur la zone à rêver. Donc on était parti sur une vision de l'économie qui était plus large. Zone à rêver, évidemment, en opposition à la zone à défendre. On a voulu se mettre dans une posture positive de l'économie. Et donc on est passé de la ZAD à la ZAR. Et cette année, on creuse un cran plus loin et on travaille sur la notion donc d'entreprise à rêver. Donc 6 tendances ont émergé. L'impact au cœur, on va y revenir, mais je pense que ça surprendra personne ici. L'importance des démarches de RSE et de ESG. Les nouvelles géographies, reprendre la main, l'entreprise coévolutive, l'expérience écosystème, et puis ce qu'on a appelé l'économie de l'écoumène. L'écoumène, c'est l'habitabilité de la Terre. Alors, on va commencer par celle-là, justement. Donc, on voit bien que l'accélération des changements climatiques, la tension, notamment au niveau géopolitique, tout ça met sous tension les modèles d'affaires. Alors, l'écoumène, c'est vraiment l'habitabilité de la Terre. Et donc, on voit bien que de nouvelles économies émergent, de nouvelles opportunités émergent pour les entreprises, et pas simplement des contraintes. Certes, il y a la raréfaction des ressources, certes, il y a donc ces enjeux climatiques, mais il y a aussi des nouvelles technologies, avec les enjeux évidemment sociétaux et puis éthiques que cela impose, mais mine de rien, ce sont quand même des facteurs d'opportunité pour les entreprises. Et comment finalement cette habitabilité de la Terre transforme nos business models, et comment est-ce que les entreprises s'adaptent pour pouvoir prendre en compte cette habitabilité de la Terre. On n'est pas simplement dans une logique de limitation de notre impact, mais on est bien plus maintenant dans comment est-ce qu'on peut aller réparer le vivant. Donc c'est un peu toute cette économie-là qu'on a été observée. Par exemple, il y a Altassi, qui est un incubateur à Los Angeles, qui a été lancé maintenant il y a quelques années, qui est un incubateur géant, c'est sur plusieurs centaines d'hectares, le long des ports, d'un port de Los Angeles, qui est le plus grand hub technologique, où des innovateurs collaborent tous ensemble. Donc là, on parle encore du collectif, pour trouver des solutions qui soient destinées à la survie de la Terre. Voilà. La deuxième tendance, c'est ce qu'on appelle l'expérience écosystème. Toujours dans ce monde un peu de permacrise, la collaboration, mais la collaboration au sens fort du terme, la coopétition, la collaboration, la mise en commun, le partage, et puis aller à plusieurs, collectivement adresser des problématiques absolument cruciales est quelque chose de fondamental pour les entreprises. En fait, la mutualisation d'un certain nombre d'approches, de produits, de solutions, d'investissements aussi, est quelque chose qui émerge de manière très forte. Il y a une faute d'orthographe, mais en tout cas, Pernod Ricard, OT, et un exemple. Donc, Pernod Ricard et Deco se sont associés pour créer notamment un portail, un intranet. Mais donc, c'est la première fois que 2 entreprises qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir ensemble, s'associent pour créer un intranet et envisagent de l'ouvrir pour pouvoir partager quelque part les codes et la manière dont ça a été développé à d'autres entreprises, évidemment non concurrentes. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Toute cette expérience écosystème signifie aussi qu'il y a une vraie volonté et des investissements de la part des entreprises pour pouvoir animer l'animation de ces écosystèmes. Le temps passé à les faire vivre est absolument fondamental maintenant et stratégique pour les entreprises. Alors l'entreprise coévolutive, évidemment, on devient de plus en plus agile. Il y a une notion on parle beaucoup de résilience des entreprises et d'agilité. Comment est-ce que l'entreprise, et notamment les grandes entreprises, peuvent devenir plus agiles pour pouvoir être plus réactives et s'adapter presque en temps réel à des crises qui se succèdent, qui sont toutes extrêmement différentes, mais porteuses d'enjeux qui sont cruciaux pour la survie des entreprises.
Donc là, on vous a donné comme exemple GitLab, qui est une pépite de la Silicon Valley, qui est spécialisée dans l'open source et qui fonctionne depuis ses débuts de manière 100% remote. Voilà, donc il y a la manière aussi dont on va s'adapter à un environnement. Donc ça, cet exemple-là, c'est vraiment une adaptation à un environnement, à des contraintes notamment climatiques, mais pas que. Il y a aussi une nécessité derrière ça pour les entreprises de se lancer dans un apprentissage permanent. On parle beaucoup d'entreprises apprenantes, de leurs équipes, de leurs ressources, et puis s'appliquer aussi à garder les talents pour pouvoir les faire grandir et s'adapter tous ensemble à ces nouveaux enjeux. L'impact au cœur. Donc là, effectivement, on se rend compte qu'il y a une étape qui a été franchie. L'impact au cœur, c'est toutes ces démarches RSE, ESG. C'est quelque chose qui a émergé depuis une dizaine d'années, mais qui a vraiment pris corps à la sortie de crise de Covid, pour plein de raisons. Parce qu'il y a une réelle volonté, une vraie sincérité maintenant de l'entreprise de s'engager concrètement dans ces démarches-là. Il y a une prise de conscience vraiment, parce qu'on ne peut plus passer à côté des impacts climatiques, environnementaux, sociaux, sociétaux, et du rôle que l'entreprise est amenée à jouer dans cet univers-là, et la nécessité qu'elle a d'accompagner cette transformation, cette mutation de la société. Et donc, du coup, les démarches RSE se diffusent à tous les niveaux dans les entreprises, que ce soit au niveau de nouveaux postes qui se créent, ou que ce soit d'ailleurs au niveau de la formation de l'ensemble des collaborateurs, ou de mesures qui sont prises ici et là pour encourager les collaborateurs à vraiment travailler sur leur impact, au-delà d'ailleurs d'une stratégie RSE qui est mise en place par l'entreprise. Là, on parlait du comité Critical Friends de Veolia. Veolia est entreprise à mission, et donc ils ont un comité Critical Friends, qui est un organe interne de parties prenantes, avec notamment des ONG et des scientifiques, en plus de collaborateurs, et qui se réunissent plusieurs fois par an pour pouvoir apporter un regard constructif sur les initiatives qui sont portées par Veolia. Chez KPMG aussi, d'ailleurs, on est devenu entreprise à mission, et on a un comité des parties prenantes qui nous accompagne et qui, quelque part, s'assure que les engagements qu'on a pris sont vraiment conformes à ce qu'on est en train de mettre en place. On voit aussi là toutes les démarches, on parle beaucoup de la CSRD par exemple, les normes européennes conduisent maintenant les entreprises à une vraie réalité. On n'est pas simplement dans l'intention affichée, dans les bilans, dans les rapports, mais vraiment maintenant il y a un engagement qui est exigé de la part aussi du régulateur. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, reprendre la main, c'est aussi une tendance qu'on voit émerger. Oui, il y a il y a des avancées technologiques absolument hallucinantes, notamment ces derniers mois. On a vu l'arrivée de ChatGPT et des IA génératives. On a commencé à en parler en novembre. Ce ne sont pas des technologies qui sont nouvelles, mais il y a une véritable accélération depuis maintenant 1 an. On le voit, c'est un des gros sujets. Il y a des enjeux derrière qui sont assez conséquents au niveau éthique, au niveau social, sociétal, au niveau humain, évidemment. Et donc, tout l'enjeu maintenant pour les entreprises est de faire évoluer leur entreprise en prenant vraiment le meilleur de ces technologies, mais en gardant à cœur et en plaçant vraiment l'humain au centre. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre en place, investir dans cette nouvelle technologie pour l'entreprise, tout en s'assurant qu'on va quand même en faire un usage responsable. Et là, on parle beaucoup de responsible EA. Ce sont, je pense, des notions qui ne vous échappent pas. Et notamment en Europe, il y a une vraie volonté de la part notamment du régulateur, mais aussi des pays, de bien s'assurer que ces nouvelles technologies nous permettent cependant de garder, voire de reprendre la main, ce qui est un vrai enjeu. Là, on voit un exemple, c'est le leader américain de l'analytique, SAS, qui vient de lancer son laboratoire éthique. Alors peut-être que c'était sous la pression, mais mine de rien, c'est quand même une initiative tout à fait intéressante, un laboratoire d'éthique de l'IA en santé. Alors les nouvelles géographies, là on voit bien qu'il y a un contexte géopolitique qui se tend, des cyberattaques qui se globalisent, une massification de ces cyberattaques, une pénurie de matières premières, voilà, les enjeux climatiques, etc. Et donc ces contraintes, ces enjeux invitent les entreprises à repenser quelque part leur stratégie, notamment géographique. On parle de relocalisation, quand c'est possible en tout cas. On parle notamment beaucoup aussi pour des entreprises territoriales, d'empreinte territoriale. Et là, on voulait donner l'exemple de Microsoft, qui vient de lancer 5 expériences labs dans les régions en France pour pouvoir se reconnecter
aux collectivités, aux acteurs plus locaux, qu'ils soient publics ou privés. Voilà, donc ça je l'avais évoqué auparavant, mais c'est un peu une illustration de la manière dont on a travaillé ce bout de tendance. Et ça c'était la journée avec ce collectif qui a été porté notamment par des outils qu'on a explorés, qu'on a expérimentés, qu'on a testés dès janvier dernier en fait. Alors à l'époque, ce n'était pas aussi puissant que maintenant, mais néanmoins. Et donc c'est ChatGPT 4 sur lequel on a travaillé avec Midjourney pour illustrer l'entreprise à rêver. Alors ce book, on va vous le diffuser, il n'est pas encore totalement imprimé, mais on a déjà un petit appetizer avec un abstract, je crois que vous l'avez dans vos tomes. Voilà, exactement. Et donc, si vous l'ouvrez, vous avez au milieu l'entreprise à rêver, avec quelque part tout le fruit de l'exploration que l'on a fait autour avec ce collectif Mégaphone. Voilà. Dernière chose pour conclure. Alors voilà, tous ceux qui ont donné leur point de vue sur ces tendances. Vous voyez, c'est vraiment un collectif qui est à l'œuvre. Il y a à la fois des collaborateurs d'entreprise, des collaborateurs KPMG, mais également des experts qui sont venus nourrir ce contenu. Et ce book, ces tendances qui ont émergé, est vraiment le fruit de tout ce travail, en fait. Et pour nous, cette approche de co-construction, elle est fondamentale. Chaque année, on va réinterroger la manière dont on va faire de la prospective avec ce collectif. Voilà, donc si certains d'entre vous, d'ailleurs, veulent nous rejoindre dans cette démarche, ils sont bien les bienvenus et qu'ils n'hésitent pas à nous le faire savoir. Donc un grand merci d'avoir été avec nous, Alban, ce matin pour l'ouverture de ce carrefour. Merci. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé de cette entreprise à rêver. On va essayer de faire en sorte aujourd'hui que cet auditorium soit aussi une zone à rêver. On va forcément, nous aussi, parler des futurs souhaitables, de prospective. Et ce que vous avez évoqué dans votre boucle de tendance, c'est formidable de nous avoir mis ça en introduction, puisqu'il y a un certain nombre de sujets, évidemment, qu'on va évoquer aujourd'hui. On va parler d'intelligence artificielle. On va sans doute parler aussi, alors peut-être pas dans les mêmes termes, mais d'économie de l'écoumène, puisqu'on va parler aussi, évidemment, de tout ce qui peut se faire en matière d'innovation pour cette habitabilité de la Terre. Merci beaucoup.